la question est les perspectives et le challenge dans les 10 ans à venir pour les maladies neurologiques rares. Quelle est la place de la génétique? Alors, je veux bien donner la parole à quelqu'un qui ne fait pas de génétique d'abord, mais je pensais que c'était quand même mieux de parler d'abord de quelqu'un qui fait de la génétique dans les années à venir. À la salle, tu veux poser une question, toi? Ok. Bon, il veut quand même parler en premier. J'arriverai pas, hein. Je n'arriverai pas. Les modératrices sont toujours... voilà, je te passe la parole. Ça va être très rapide. Alors, donc, pardon, David Grabli, je suis neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Je suis responsable du centre constitutif AMS, donc en l'occurrence une maladie qui jusqu'à présent n'a pas fait la preuve de son origine génétique. Et donc je vais poser la question, qui, comme moi ici, travaille dans un centre de référence pour lequel les pathologies prises en charge ne sont pas essentiellement génétiques? Il y en a déjà 2. Ouais, mais quand même. Déjà, je pense que ça pose un peu la discussion. Combien là? Je n'ai pas compté. Pas beaucoup, d'accord. Donc il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors, vas-y, parce que du coup, tu es là, mais... non, parce que c'était quand même le premier intervenant, excuse-moi Gaël, je vais quand même le repasser à David, du coup. Donc, est-ce que tu penses que c'est très important de fermer l'œil ou de fermer l'œil sur la génétique, même dans les maladies où on pense que c'est pas génétique, parce que pour la MSA, tu sais pas finalement. Alors, je pense que la réponse, enfin, je veux dire, venant de toi, je pense que la réponse est non. Il faut pas fermer l'œil. Non, ceci dit, moi, je vais peut-être renverser un petit peu la problématique. C'est évidemment la génétique est prépondérante. Après, il faut regarder quelles sont les limites des approches qu'on propose aujourd'hui. Moi, il y en a une que j'ai vue, j'ai un peu réfléchi quand même, je n'ai pas vraiment préparé, mais j'ai réfléchi un peu à cette question-là. Il y a une chose, ça sera moins de 5 minutes, ça. Il y a une chose, c'est que la génétique, ça a transformé, alors je vais prendre l'exemple que je connais bien, des maladies rares, par exemple la dystonie, en des maladies ultra rares, genre la dystonie liée à la mutation TAP1 ou à la mutation KMT2B ou à la mutation tube B4A. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'on est capable de poser des diagnostics qui vont restreindre la population grâce à la génétique, qui vont pointer des mécanismes cellulaires particuliers, mais pour autant, quand on est du côté des patients, ces annonces diagnostiques, elles sont toujours très frustrantes. C'est-à-dire que je donne un diagnostic de dystonie, ah bah si, et je donne un code de gène, et derrière, qu'est-ce que je fais avec? C'est frustrant pour toi, parce que c'est trop rare, et tu as peut-être pas une thérapie à proposer directe, et peut-être plein de choses que tu ne sais pas encore, mais est-ce que c'est frustrant pour le patient? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces maladies ultra rares? Les maladies qui sont rares, fréquentes, on arrive à avoir des données, enfin c'est ce qu'a montré Fanny, des données longitudinales, des données d'imagerie, on arrive à développer des biomarqueurs. Quand on est sur des maladies où il y a quelques familles pour lesquelles finalement la capacité à colliger des données, donc à avoir des biomarqueurs, des marqueurs pronostiques de l'imagerie, éventuellement de la recherche sur les traitements, est beaucoup plus difficile à réaliser. Comment est-ce qu'on transforme cet essai-là de la multiplication des maladies? Alors, ils ont quand même une dystonie, ces gens-là. Qu'elles soient liées à ce gène-là, elles ont quand même une dystonie. Donc, on pourrait imaginer de trouver des biomarqueurs de la dystonie, pas forcément de la dystonie liée au gène TAP. Je veux dire, tu ne vas pas arrêter de travailler sur la dystonie seulement parce qu'on te dit qu'elle est liée à une mutation sur un gène, dans un gène, non? Non, tout à fait. Mais on est d'accord. Mais voilà, il y a vraiment cette question-là de la transformation des diagnostics de maladies hyper rares et de ce qu'on peut faire avec. Je pense que ça, c'est un enjeu important, et de comment est-ce qu'on arrive finalement à les inclure peut-être dans des réseaux de dysfonctionnement cellulaire, enfin en tout cas de relier ces maladies les unes aux autres dans des réseaux de dysfonctionnement cellulaire pour pouvoir proposer des choses, ou en tout cas envisager des approches, alors même que le nombre de cas est extrêmement rare et limité. Une question. Penses-tu que pour le moment, peut-être ce qu'a montré Fanny, c'était très bien, puisqu'il y a déjà un pas vers la thérapie, mais on a montré dans d'autres maladies un peu plus fréquentes, dans la neurogénétique, dans la maladie de Huntington par exemple, que ça ne marche pas très bien. Donc la question c'est, est-ce que tu penses que dans les 10 ans à venir, on va plus aller vers une thérapie qui est liée à la mutation ou du gène sous-jacent, ou moins? Parce qu'on a tous pensé dans les dernières 10 ans qu'on allait vers les maladies
lié à une mutation donnée et du coup trouver la thérapie qui sera liée à ce gène-là qui est sous-jacent? Et est-ce que dans les 10 ans à venir, tu penses la même chose ou tu penses que ça sera différent? Alors, c'est une question évidemment difficile. Si je peux me permettre une tentative comme ça de prospective, je pense que c'est difficile d'imaginer qu'on va être sur une thérapie, un gène. Alors si ça va peut-être arriver pour certaines pathologies, je pense qu'on va être plutôt sur des approches qui vont être des approches de réseaux d'interaction cellulaire et d'essayer d'identifier peut-être pour des maladies qui partagent des nœuds communs, le nœud sur lesquels il faut agir, le nœud prépondérant ou les nœuds prépondérants sur lesquels il faut agir pour espérer avoir un effet qui est un effet modificateur de la maladie sur la maladie. Oui, c'est juste l'occasion de clarifier ou de réinsister sur quelque chose que j'ai peut-être pas dit clairement, mais que justement je pense que c'est pour ça que je disais tout est métabolique à la fin, au sens où les perturbations finales vont être communes et que d'avoir des marqueurs métaboliques ou des marqueurs de changement physique qui sont déjà disponibles, hein, le MRI, je ne l'ai pas dit, mais c'est déjà dans les machines aujourd'hui disponible. Même si c'est 3 patients, ils vont être leurs propres témoins et ça va nous montrer des choses qu'on va pouvoir suivre et je pense des traitements communs. Aujourd'hui, quand on pense aux maladies du trafficking intracellulaire qui est 1/5 de toutes les maladies métaboliques, presque 400 maladies, on réfléchit à des thérapies communes, pas du tout à gène par gène. Hein. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, je pense que là, tu es assez d'accord. Non? Bon. À toi aussi. Bon. Ma table ronde n'est pas finie encore, il faut que Non, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier, bien sûr, de la thérapie génique, ça ne fait pas tout, mais qu'à un moment donné, dans toutes les pathologies, il y a quand même un gène déficient, une protéine, un enzyme. Donc je pense que plus que dire on va s'orienter vers ça ou vers ça, on a eu l'époque de la thérapie génique, on a voulu changer les gènes de tout le monde. Ça marche des fois quand même, hein. Ça ne marche pas tout le temps. On est maintenant à dire on va viser les mécanismes. En fait, c'est évidemment les deux en même temps qu'il faut viser et il faut associer des traitements. Non, mais on n'est pas aussi simplificateur, quand même. Ok, donc c'était ça. Alors peut-être, avant que je te relance toi, je vais quand même garder un peu la parité. Et du coup, je vais... Ça fait 2 fois que je... Mais bon, tu me connais. Donc, je vais passer la parole à notre grand témoin neurologue, c'est ça? Oui, alors je suis mais docteur... pas dans les maladies génétiques, donc il faut se présenter un peu. Merci. Je suis le docteur Julie Bieg, donc je travaille pour le centre de référence MIRSEM, donc maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle à Lyon, au CHU de Lyon, et sur le versant adulte. Donc je suis une représentante de maladies non génétiques, non pédiatriques, au sein de la filière Brain Team. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir peut-être un peu isolé au sein de cette filière. Mais bon, déjà, c'est une chance, je pense, de pouvoir avoir rejoint Brain Team en termes de reconnaissance de nos maladies rares pour nos patients, pour tout le soutien que la filière apporte pour le suivi. Et puis, les gens qui s'occupent des pathologies inflammatoires qui sont prises en charge dans le MIRSEM sont des gens, la plupart du temps, qui sont issus du milieu de la sclérose en plaques. Donc, c'est les maladies génétiques, effectivement, c'est pas notre domaine, mais les maladies inflammatoires génétiques, ça existe. Ça existe probablement plus qu'on le pense, ou des maladies d'allure inflammatoire qui sont génétiques. Et finalement, le fait de rentrer dans cette filière nous favorise aussi les interactions avec d'autres centres, je pense au centre de leucodystrophie notamment, qui nous permettent aussi de mieux appréhender ces pathologies-là et qui sont en plein démembrement et qui nécessitent encore d'être mieux connues. Donc et qu'est-ce que vous nous apprenez alors sur le traitement de ces maladies-là dans les 10 ans à venir? Sur les maladies d'origine génétique ou sur les maladies du MIRSEM? Bah non, les vôtres. Les maladies inflammatoires, peut-être il y a un grand avantage par rapport aux maladies génétiques. Ouais. Je pense qu'on a la chance d'avoir un arsenal thérapeutique qui est extrêmement développé, qui se développe de plus en plus. Et certes, ce sont des maladies rares, mais finalement pas si rares que ça, moins rares que d'autres. Et on a la chance aujourd'hui d'arriver à faire des essais thérapeutiques dans ces maladies. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On a 3 traitements qui ont reçu une AMM suite à des essais thérapeutiques dans la neuromyélite optique. On a des essais thérapeutiques en cours dans la MOGAD. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un des enjeux, je pense, on a beaucoup parlé de biomarqueurs et je rejoins un peu cet aspect-là, c'est qu'on développe des biomarqueurs cliniques évidemment, mais des biomarqueurs biologiques, radiologiques qui servent non seulement à affiner nos capacités diagnostiques, ce qu'on fait depuis longtemps,
mais aussi à mieux préciser le profil évolutif de la maladie, le profil potentiel évolutif de la maladie au moment du diagnostic, et surtout à monitorer aussi l'évolution de la maladie au cours du suivi, parce que c'est des maladies qui évoluent pas toujours exactement de la même façon d'un patient à l'autre, et on a la chance d'avoir des traitements, et jusqu'à ces dernières années, on évalue beaucoup l'efficacité de nos traitements sur la clinique. Et dans les maladies inflammatoires neurologiques, qui sont des maladies à pousser, à rechute, c'est pas très satisfaisant. Donc finalement, tout le développement de ces biomarqueurs dans le sang, dans le LCR, sont extrêmement intéressants. Donc ça serait ça pour les 10 ans à venir, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans la prédiction de ces maladies pour savoir qui va développer ces maladies-là plus que quelqu'un d'autre? Parce que nous, en génétique, on a cet avantage-là de pouvoir faire des traitements dans la phase présymptomatique, qui sera peut-être ça qui va venir, ou en tout cas bien en amont de tout début. Est-ce que dans les maladies, dans les vôtres, c'est possible? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour les 10 ans à venir? Faire du diagnostic présymptomatique, pourquoi pas? On le fait aujourd'hui dans la sclérose en plaques. Les critères de sclérose en plaques ont et vont changer et nous permettent de poser le diagnostic avant même qu'il y ait des symptômes. C'est quelque chose d'un peu révolutionnaire quand même dans les maladies inflammatoires. Donc pourquoi pas pour ces maladies-là? Après, on n'en est pas encore là, mais on manque par contre, je pense, d'identification de facteurs de risque, de facteurs environnementaux. Et le fait d'être une maladie rare aussi, ça crée une force de structuration, je pense, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale même, qui nous permettent de mettre en commun des données et d'essayer d'identifier peut-être des choses de manière un peu plus précise. Très bien. Vous avez des commentaires, la salle? Non, pas encore. Alors là, je vais passer la parole à Gaël Nicolas, qui est un spécialiste de la maladie d'Alzheimer et qui est un neurogénéticien. Là, il fait des maladies génétiques. Donc, qu'est-ce qui sont les perspectives et les challenges dans les 10 ans dans ton domaine? Merci de me passer la parole, chère modératrice. Merci pour la table ronde. Je pense que c'est toujours un sujet intéressant. Pour moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit, qui en doute? Un incontournable, oui, parce qu'on... Dans la salle, je pense qu'on est nombreux à faire face à des patients qui ont des maladies génétiques. Alors c'est bien qu'on ait commencé par le traitement, mais en fait avant le traitement, il y a le diagnostic. Et nous, on en est encore beaucoup là. Puisqu'on est dans les votes, je me demandais, est-ce que vous pourriez aussi lever la main, ceux qui pensent que dans 10 ans, 90% des maladies monogéniques, on pourra les diagnostiquer, disons, dans le mois. Dans un mois, vous voyez un malade, vous évoquez une maladie génétique, dans un mois, vous avez le résultat et vous avez trouvé. Dans 10 ans. En France. Non, chez nous, là, on est en brain team, là. À condition que la politique reste stable, qu'il n'y ait pas de guerre, tout ça. Ça, c'est un excellent commentaire. Pour ceux qui n'ont pas entendu, vous aurez le résultat dans un mois. Bravo les laboratoires. Mais les généticiens de consultation ou les médecins qui rendront un résultat dans 6 mois quand ils auront leur rendez-vous. C'est tout à fait un commentaire, tout à fait juste. Le commentaire ici devant était c'est toujours mieux que 20 ans d'errance diagnostique qu'on avait avant, parce qu'il y a toujours dans nos patients des personnes que je connais depuis 20 ans et je n'ai toujours pas le diagnostic et j'espère, et je lève la main très haut, enfin vraiment très haut, je pense que dans 10 ans, oui, on pourra le faire. Il y a peut-être un biais de confiance, je ne sais pas. Mais, total. Mais je suis très content de voir que beaucoup de gens dans la salle sont confiants dans le fait qu'on va être capable de faire des rendus, augmenter nos capacités de diagnostic qui sont aujourd'hui limitées par la technologie et par nos connaissances, par l'interprétation des variations. Et dans les 10 ans, il y a plein de choses à faire, à commencer par la poursuite du plan France Médecine Génomique, le numéro 2, et puis peut-être le numéro 3, et que les nouvelles technologies arrivent dans le plan France Médecine Génomique. Aujourd'hui, on est limité, comme je l'ai dit, par l'interprétation des variants. Ça reste le problème numéro 1. Les patients qui sortent avec un variant de signification incertaine, ça c'est un gros problème et on ne peut pas les régler facilement. Et aussi les patients pour lesquels on a besoin d'une autre technologie de séquençage de longues molécules, par exemple. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je pense que ça va être l'avenir qui va faciliter les choses. Dans l'intégration de la génétique, je pense qu'on va aller vers le génome en première intention dans la plupart des situations, parce que le coût diminue, parce qu'on sait mieux le faire, parce qu'on appréhende un certain nombre de choses, c'est-à-dire la fin des panels. Probablement qu'on arrêtera de prescrire des panels quand la sécurité sociale les remboursera.
c'est très probable, hein, comme souvent, ils ont un siècle de retard, hein, pour être sympa. Et le génome, peut-être aussi, sera remboursé. C'est quand même l'objectif du plan. Hein. La question qui se posera, c'est comment on va faire pour non seulement rendre les résultats, mais aussi voir les patients, faire l'information et prendre en compte toute cette information complexe qui aujourd'hui est faite en consultation de génétique, en tout cas de médecins qui ont l'habitude de prescrire de la génétique, et qu'on va devoir populariser parce qu'on ne va pas pouvoir voir tous les patients. Et donc il y a un enjeu aussi de formation, à mon avis. Et donc je suis très content de voir qu'il y a une grande confiance, mais il y a aussi du pain sur la planche pour rendre ça possible dans les 10 ans. Oui, et je pense qu'il y a un autre, je ne sais pas ce que vous en pensez tous d'ailleurs, du fait qu'on parle toujours de pénétrance incomplète quand on ne sait pas, mais en fait c'est juste parce qu'on ne sait pas pourquoi quelqu'un avec une mutation va avoir un phénotype très sévère, par exemple, ou un phénotype très, très modéré, peut-être, ou rien montré du tout, dans le même gène, et je trouve, et parfois dans la même famille, et je trouve ça très compliqué, toujours à expliquer, parce que ça montre juste qu'on ne sait pas. Ça ne montre pas que c'est une pénétrance incomplète, ça ne veut rien dire, on montre juste qu'on ne sait pas. Et je trouve que ça reste très compliqué. C'est vrai que dans l'Alzheimer, on commence à le toucher du doigt, mais il faut bien se dire que le déterminisme, les causes des maladies, pour la grande majorité des êtres humains qui ont des maladies, c'est pas monogénique. Le monogénique, c'est l'exception. Et c'est un peu notre spécialité, donc on a le focus là-dessus, mais la plupart des maladies ne sont pas monogéniques. Et pourtant, la génétique joue un rôle dans chacune des maladies, même celles qui n'ont pas l'air très génétiques finalement. Et dans ce spectre très important, on n'est pas mauvais pour faire du monogénique, mais on l'a dit, on n'explique pas encore tout. On n'explique pas tous les patients, on n'explique pas la variabilité interindividuelle. Et tous ces patients qui ont une maladie qui est liée à 1, 2, 3, 4 particularités génétiques, ça c'est aussi un gros défi parce qu'aujourd'hui ils ne rentrent pas dans le spectre du monogénique pur, ils ne rentrent pas dans le spectre des maladies communes, ils peuvent avoir des maladies rares, et ça scientifiquement il y a un défi quand même pour arriver à identifier ça. Je ne suis pas sûr que dans les 10 ans on aura tout identifié. Donc on revient à ton network, parce que c'est ça qui expliquera peut-être un peu plus. Donc si tu peux me dire comment tu approcherais ça dans les 10 ans à venir pour identifier ces réseaux pour expliquer le phénotype. Parce que c'est ça finalement. Nous, on est stack avec le phénotype qui n'est pas expliqué par ce qu'on voit. Je vais peut-être faire une réponse qui est une réponse un peu facile, mais je pense qu'on va se trouver, enfin, on se trouve déjà confronté à des systèmes qui sont d'une complexité très importante, avec des interactions multiples potentielles. Donc je pense que dans ce contexte-là, l'apport de l'intelligence artificielle va être évidemment crucial. Alors ok, c'est très, très banal et bateau, mais je pense que oui, c'est comment est-ce qu'on arrive à implémenter ces approches d'intelligence artificielle à tous les niveaux. On a parlé du diagnostic, mais peut-être en effet que face à la multiplicité des diagnostics possibles et peut-être à la difficulté d'interpréter, alors on va être peut-être confronté à ça, des variantes dont on ne connaît pas exactement la signification, le fait de recourir à l'intelligence artificielle qui va aider à screener sur des tableaux cliniques, sur des biomarqueurs, sur des données d'imagerie, quelles sont les anomalies ou les gènes potentiellement impliqués, pourra être une aide au diagnostic. Ça, c'est une chose, mais ça suppose un élément qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de génétique, mais si on veut que ces stratégies-là soient efficaces, il faut que la clinique, on rentre dans les bases de données qui servent à faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle, soit de qualité. Et ça, je pense que c'est un enjeu important. On a fait beaucoup de biologie, c'est de revenir à une clinique de qualité qui permette d'avoir des données fiables dans les bases. Merci. On va passer à Marie, qui va se présenter et qui va nous dire qu'est-ce qu'elle pense des perspectives dans 10 ans. N'oubliez pas, on est là pour dire ce qui va se passer dans 10 ans. Alors, je m'appelle Marie Benito, je suis neurologue au sein du Centre de référence des encéphalites auto-immunes à Lyon aussi, dans l'équipe du professeur Honora. Du coup, nous, on intègre déjà un petit peu la génétique avec le poids de l'HLA pour les encéphalites auto-immunes. Mais c'est un facteur explicatif de pourquoi certains patients développent des maladies. Par exemple, les encéphalites à anti-caspro-2, ça touche quasiment exclusivement des hommes de 50 à 80 ans. Donc on se demandait un peu pourquoi. On se rend compte qu'il y a un biais d'HLA un poids de l'HLA. Alors on n'a pas toutes les explications, c'est juste un facteur explicatif pour la génétique, mais nos maladies ne sont pas justement... HLA
purement génétique. C'est les années 70. Ouais. Alors là, on parle dans 10 ans. 10 ans, là. Voilà, on intègre quelques données génétiques depuis quelques années parce que le poids de l'HLA dans nos maladies, c'est assez récent pour les Island 5, pour les CASPR2. Mais par contre, ça ne nous explique pas justement pourquoi les patients font des formes plus ou moins sévères. Donc nous, l'idéal, c'est ce que je pensais, c'était plutôt d'utiliser l'intelligence artificielle pour intégrer toute cette expertise et d'imagerie, d'électrophysiologie, de biologie cellulaire. En ce moment, nous, on utilise beaucoup le single cell pour comprendre les voies de signalisation cellulaire dans le liquide céphalo-rachidien selon les anticorps, pour essayer aussi d'identifier les voies thérapeutiques à cibler. Donc ça, je pense que ce sera une donnée d'avenir. Il y a les CAR-T-cells aussi, qui vont être une révolution aussi dans les maladies neurologiques inflammatoires probablement. En tout cas, il y a des résultats excellents pour les lupus et les sarcoïdoses multisystémiques. Donc on a plusieurs voies d'espoir, mais qui ne sont pas forcément génétiques. Donc il faut explorer la génétique aussi dans nos maladies non génétiques, parce que je pense qu'il y a une prédisposition à identifier. Mais il ne faut pas méconnaître l'apport des autres technologies et essayer d'avoir une démarche vraiment intégrative de toutes ces techniques-là. Justement, comme le disait le docteur Mochette, pour essayer vraiment d'avoir une vision la plus transversale et intégrative possible pour identifier la stratégie thérapeutique la plus efficiente patient par patient et vraiment obtenir une médecine personnalisée, parce que nous, même au sein, par exemple, des encéphalites anti-NMDA, il y a des patients qui vont répondre de manière excellente en 3 mois et des patients gravissimes qui vont faire plus d'1 an de réanimation. Essayer d'identifier précocement ces patients-là pour pouvoir faire une escalade thérapeutique précoce, c'est aussi un facteur pronostic majeur. Et donc, on a énormément de perspectives de recherche. Oui, parce que c'est quand même, enfin, pour être un peu provocatrice là aussi, je veux dire, les CAR-T-cells, ils nous viennent de l'onco. Oui. Tout nous vient de l'onco. Oui. On va parler maintenant du mosaïcisme somatique, ça vient de l'onco. On va expliquer tout. Donc, on est un peu en retard par rapport à l'oncologie, là, la neurologie. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, le panel, là-dessus? Parce que, est-ce qu'on ne peut pas, dans les 10 ans, accélérer un peu notre retard par rapport à l'oncologie? Je pense qu'on est en retard sur beaucoup d'autres spécialités, sur les traitements lesquels d'autres immunoactifs. On utilise des traitements des rhumatologues, les traitements des néphrologues, les traitements des hématologues. Donc je pense qu'on est peut-être un peu plus frileux. Alors je ne sais pas si on voit plus de complications, qu'on voit des choses un peu différentes. Et on a, en tout cas sur les maladies qu'on traite, mais je pense que c'est un peu pareil dans les encéphalites auto-immunes, la chance d'avoir des patients en plus qui sont assez jeunes et avec assez peu de comorbidité finalement, ce qui nous aide aussi à gérer ces traitements, à ce que la tolérance soit meilleure. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à doubler les autres spécialités, qu'on arrive à prendre un petit peu, à les rattraper. On est en train, on se sert de leur expérience. On est en retard en moins de 10 ans là. On n'est pas bon ouais. Pour les traitements, non? Et peut-être une problématique qui est spécifique à nos maladies à nous, mais on a des maladies qui sont potentiellement traitables, nous, et guérissables, avec une absence de séquelles possibles pour certains anticorps. Et une de nos grandes problématiques, c'est de savoir quand est-ce qu'on arrête les traitements. Et ça, pour ça, c'est vraiment très compliqué. Et on se trompe régulièrement. Et donc, ce serait bien aussi de progresser dans ce domaine-là. Je te donne la parole déjà, toi? C'était pas à la fin? C'est ma voisine qui m'a passé le micro. Je reviendrai... Bien sûr, Christophe. À la fin de mon propos, je referai le lien avec ce que vous venez de dire sur ta question sur l'oncologie et les CAR-T-cells. Quand je me projette à 10 ans, d'abord, ça fait plus de 25 ans que nous sommes plusieurs ici à regarder à 10 ans ce qui se passe. Et ce que l'on espérait à 10 ans, c'était, je dirais, on avait un rêve. On avait un rêve, c'est de pouvoir faire des diagnostics au-delà des maladies monogéniques relativement faciles où on savait que très facilement on trouvait. Au début, on a connu beaucoup l'époque où on trouvait presque jamais. Et puis, on avait le rêve. Et puis ce rêve, je trouve qu'il s'accomplit. Il n'est pas encore parfait, mais tu as très bien posé la question, Gaël. Quand on lève la main à 10 ans, on est à peu près tous convaincus que ce rêve, finalement, il se réalisera. Donc on avait ce rêve. On avait bien sûr, et on l'a tous fait, eu le rêve des thérapies géniques. Alors les thérapies géniques, on n'y est pas encore tout à fait, mais on a les essais cliniques dans nos services. On a la myotrophie spinale qui a quand même été un événement important dans l'histoire.
Donc, ce rêve des thérapies géniques, effectivement, lui, n'est pas encore totalement en cours d'accomplissement, mais c'est quand même très bien parti. Et puis, ce que je voudrais dire, moi, à 10 ans, c'est que je commence à avoir un cauchemar. Alors, je vais être très terre à terre. Ça a été un tout petit peu abordé tout à l'heure à la question, oui, on aura un diagnostic, mais on mettra 6 mois pour avoir un rendez-vous pour le donner. Moi, mon véritable cauchemar, c'est d'avoir des traitements et de ne pas être en mesure de les administrer aux patients. Parce qu'il faut être absolument conscient aujourd'hui que notre système hospitalier, ni sur le plan du modèle médico-économique, ni sur le plan des infrastructures, n'est capable d'absorber les thérapies géniques pour l'ensemble des maladies rares qui nous concernent. Et on se retrouve sur une problématique, et c'est là où on est, et dans les discussions qu'on a aujourd'hui au niveau national, on s'associe au CAR-T-cell, et c'est pour ça que la réflexion du cancer, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'identifier que la problématique de la mise en place de ces thérapies médicamenteuses innovantes, dans lesquelles aujourd'hui on met globalement les thérapies géniques et les CAR-T-cell, est la même comme problématique hospitalière, c'est celle de moyens que nous n'avons pas aujourd'hui. Ces moyens, ça commence dans les pharmacies hospitalières. Le métier de préparateur en pharmacie, c'est un métier sous tension. C'est compliqué d'avoir, quand on fait un essai clinique aujourd'hui en thérapie cellulaire, inclure 10, 12, 15 patients dans nos centres, c'est très compliqué, et ça commence par la discussion à la pharmacie d'être capable de préparer cela. Quand vous devez avoir des salles blanches pour préparer ces vecteurs de thérapie génique, des salles blanches, même les très grands hôpitaux n'en ont pas à profusion, qui sont fermés avec la lumière coupée, juste le temps qu'il y ait des médecins qui ont envie d'ouvrir la salle pour venir préparer leur thérapie. Donc là, on a une problématique importante. Et quand tu parlais de l'administration, moi, comme avec ma casquette de président de CME, quand je m'adresse à ma directrice générale en disant ça ne va pas du tout, c'est la panique, on n'est pas prêt, elle me dit, monsieur le président, ok, combien de salles pour combien de patients, dans combien de temps? Si vous n'êtes pas capable de me répondre à ces questions, moi, je ne peux pas mobiliser. Et moi, je dis, mais je ne peux pas prédire l'avenir. Et vous voyez, on a une problématique là qui est absolument majeure. Je parlais là du côté pharmacie, on parle du côté médecin. Ce ne sont pas des thérapies qui pourront être administrées par tout neurologue, et il n'y a pas de... c'est pas une échelle de valeur que je donne, c'est qu'on a tous des compétences et des surspécialités. Philippe Damier, qui a fait cette conférence si brillante en début d'après-midi, m'a contacté il y a quelques semaines en me disant Christophe, est-ce qu'à Angers, vous pouvez prendre le relais de Nantes parce que je n'ai pas les moyens humains dans mon service de prescrire le Skyclarys. On est au CHU de Nantes, on est quand même sur des équipes importantes, mais parce qu'il y a aussi une logique probablement de spécialiser des équipes, et il faudra qu'on ait une réflexion en France. Probablement tout le monde ne fera pas tout. Il est probablement préférable que les patients qui ont un Parkinson complexe aillent se faire opérer à Nantes et que les patients avec un filtrage viennent à Angers. Je ne parle pas de l'infrastructure de la Salpêtrière où il y a tout, mais je pense qu'en territoire et en région, cette question devra se poser de cette surspécialisation et de qui fait quoi. Donc voilà, à 10 ans, je pense que le problème, c'est qu'il faut qu'on soit prêt dans 10 ans à administrer aux patients. Vous imaginez si nous avons des patients devant nous à qui on dit on a enfin les traitements, mais désolé, je n'ai pas les moyens de vous le prescrire, je n'ai pas l'hôpital de jour, je ne sais pas si vos consultations ont des salles disponibles en plus, vous avez des grandes salles d'attente, vous avez les moyens de faire des hôpitaux de jour comme vous voulez. Même à la Salpêtrière, d'après ce que m'a dit mon petit doigt, c'est compliqué. Donc il me semble qu'il faut qu'on ait vraiment aussi cette réflexion. Il y a la science, il y a bien sûr, mais il va falloir que notre système hospitalier soit en mesure de suivre les découvertes que l'on va faire sur le plan médico-scientifique. Et pour arrêter là, je dis juste pas un mot sur le modèle médico-économique qui là est très très loin d'être acquis. Attends, parce qu'on a une réponse là ou un ajout. C'est pas une réponse, mais pour continuer sur la question des moyens, il y a aussi la question des données, du stockage des données. Aujourd'hui, on séquence des patients, leurs parents, etc. C'est des données aujourd'hui qu'on stocke, on est censé stocker sur le fameux collecteur analyseur de données dont vous avez tous entendu parler, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Est-ce que dans 10 ans, les données qu'on a générées dans le premier plan France Médecine Génomique, elles seront toujours là? Est-ce qu'on les aura gardées? Est-ce qu'on les aura supprimées? C'est des données qui coûtent cher à maintenir, c'est des données informatiques, donc c'est de l'énergie, c'est des euros. Est-ce que les futurs bébés qui auront un séquençage de génome
Parce qu'il va y avoir des bébés qui vont avoir des séquençages de génome pour le dépistage néonatal. Est-ce qu'on va garder ces séquençages de génome? Est-ce qu'on va les supprimer? Est-ce que ça ne coûtera pas moins cher de garder l'ADN sous forme d'ADN et de le reséquencer en quelques heures sur un nouveau séquenceur de dans 10 ans qui coûtera je ne sais pas combien? C'est aussi des questions de... Qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là, sachant que c'est bien de les avoir, parce que pour faire de la recherche, il faut avoir un grand nombre de données. Donc si elles sont dans l'ADN des cellules, les individus, on ne peut pas les interroger, n'est-ce pas? Mais ça aussi, ça va être un gros problème de moyens. Et derrière tout ça, je pense aussi à la réanalyse. Combien de génomes aujourd'hui sont négatifs? Plus de 50% par définition. Est-ce que ces génomes-là, comment on va faire pour les réanalyser de façon systématique, faire des diagnostics sur les nouveaux gènes qui sont trouvés aujourd'hui, demain, dans 5 ans? Est-ce qu'on va les reséquencer? Quels moyens humains? Quelle modalité de financement quand on demande à un biologiste de se repencher 1 heure, 2 heures derrière un génome qui a déjà été généré, qui n'est pas à la nomenclature, etc. Ça aussi, c'est des questions de moyens qui sont certainement moins importantes en termes de quantité d'euros que l'avenir des thérapies personnalisées, mais qui sont quand même, à mon avis, une question de moyens importante. Et je trouve ça très important parce qu'il y a aussi pour les patients et leurs familles, pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on a fait un génome qu'on a trouvé qu'il faut peut-être le relire. Et quand on va le relire, on va peut-être trouver autre chose. Et ça aussi, de l'expliquer dans le long terme de ce que ça veut dire pour eux est très difficile. Et je pensais à l'Europe qui nous présente des data dépôts, des data qui vont être partagés, où on va tout mettre. Ça ne va pas être possible non plus d'une certaine manière, parce que quelle qualité ils vont avoir? Est-ce qu'on voudra avoir des génomes qui ont 10 ans pour les réinterpréter dans 10 ans? Non, on va refaire autre chose parce que la technique aura évolué, ça sera complètement différent. Donc tu as tout à fait raison, pourquoi stocker tout ça? Et pourtant, parfois, on va avoir du mal à effacer, parce que c'est comme avec l'administration, enlever une couche, c'est très difficile. Donc là, effacer des données... C'est souvent utile de les avoir quand même. Et parfois, c'est quand même utile de les avoir pour y revenir. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Christophe. Il y a effectivement la question de la capacité du système hospitalier à fournir et à avoir les moyens de fournir des innovations thérapeutiques, mais il y a aussi la question de se préparer aux choix de société que vont amener ces innovations thérapeutiques. Enfin, il y a possiblement des traitements que les spécialistes ou les super spécialistes des maladies rares et les familles ou les patients atteints de ces maladies vont considérer comme étant des innovations essentielles auxquelles il faudra accéder, pour lesquelles la société dira en fait le bénéfice par rapport au coût à l'échelle de la société n'est pas justifié. Et donc il va y avoir une vraie réflexion et probablement des choix très drastiques à faire compte tenu des coûts et des moyens qui vont être nécessaires si on prend le modèle de la myotrophie spinale pour traiter ces pathologies. Oui, là c'est dur. Ah, vas-y, je t'en Non, mais l'exemple des carticelles est intéressant là-dessus, et je pense qu'il faut se servir de cette expérience. J'ai été dans une réunion avec le collègue français qui est probablement aujourd'hui le plus avancé sur les carticelles académiques, qui nous disait qu'aujourd'hui, ils ont une problématique extrêmement importante, c'est qu'ils ont établi que le modèle financier actuel des carticelles n'était pas rentable. C'est-à-dire que toute l'industrie privée se retire aujourd'hui des modèles de carticelles en disant on ne gagnera jamais d'argent, c'est pas possible. Voilà. Et l'autre réflexion qu'ils ont, c'est qu'actuellement, il y a en amont des carticelles qui sont utilisées en clinique, des nouveaux modèles qui sont dans les pipelines, qui font que certains ont envie d'arrêter maintenant pour attendre la génération d'après, en disant tout ce qu'on va investir aujourd'hui ne sera pas efficient et on va se casser la figure. Et donc, on a toutes ces questions qui vont se poser sur un modèle qui sera, encore une fois, pas extensible sur le plan financier. Moi, j'avais un exemple en tête, c'est le Tofersen pour la SLA. Enfin, je veux dire, il y a les patients, les spécialistes sont absolument très clairs sur le fait qu'il faut que ce traitement soit disponible. Le régulateur n'est pas aussi, pour le moment, d'accord avec ça. Je crois pas. Oui, non, ça va être une grande question. Donc ça, c'est dans les 10 ans, ça, c'est le challenge. Alors, peut-être on peut rester, pour les 5 minutes qui nous restent, de quelque chose de très positif, ce qui va sûrement arriver dans 10 ans et qui va changer notre vie, qui va être formidable pour tous les généticiens ou pas généticiens de Brain Team. Vas-y.
Tu veux que je dise quoi? Le truc dans 10 ans, qu'est-ce qui va arriver? Ah bah moi, je vois le séquençage de longues molécules. Et ça parle pas forcément à tout le monde, mais je vais quand même dire 2 mots là-dessus. Ça peut potentiellement être l'analyse un peu universelle. Alors, ce ne sera jamais l'analyse complètement universelle, mais on va peut-être arrêter de faire des tests ciblés, de faire des panels, de faire des analyses d'expansion, parce que tout sera dedans. Et puis, on va peut-être aussi avoir moins recours au séquençage de plusieurs individus d'une même famille, notamment pour phaser les variations. Vous savez, quand il y a 2 variations, on ne sait jamais si c'est sur le même chromosome ou si ça vient du père et de la mère. Pour les maladies récessives, c'est indispensable. Et le séquençage long read va nous aider dans tout ça. Aujourd'hui, quand on fait un séquençage de panel, en général, on prélève que le patient. Et puis après, on se dit, on ne sait pas trop, peut-être on a besoin de quelqu'un d'autre dans la famille. Alors que pour le génome, on s'est dit, non, c'est trop compliqué, on va d'emblée séquencer, si possible les parents, si c'est possible, ou au moins quelqu'un d'autre dans la famille. Donc de plus en plus, on va avoir des génomes en solo. Donc pour répondre à la question qui était, quelles sont les difficultés, qui n'est pas marquée là, mais quelles sont les difficultés pour les généticiens, les difficultés pour les généticiens, ça va être d'avoir affaire de plus en plus à des génomes en solo. Attends, là, c'est le bon truc dans 10 ans. Le bon truc, c'est que le long read va nous aider. Voilà. Donc, long read, hein. Ça va pas tout solutionner. Moi, je vais être moins technique, je vais aller sur un sujet qui te plaît bien, c'est la question des gènes modificateurs. Enfin, c'est comprendre pourquoi, finalement, sur un même gène et finalement sur un même spectre mutationnel, on va avoir des pathologies qui vont aller de absence d'expression à des formes qui sont des formes hyper sévères. Enfin, je veux dire, intellectuellement, c'est un challenge majeur. Oui, les modificateurs, mais pas que des gènes modificateurs. Les facteurs modificateurs en général. La physique, le truc autour là, qui devient tout raide quand on vieillit, c'est horrible. Vas-y, à toi. D'affiner notre... Dans 10 ans, ce qui est bien. Dans 10 ans, ce qui est bien, d'améliorer nos capacités diagnostiques. Il y a encore des maladies inflammatoires, beaucoup de maladies inflammatoires qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Donc on va les diagnostiquer. Donc on va les diagnostiquer. Tout à fait au début de la table ronde. On va diagnostiquer toutes les maladies inflammatoires d'origine génétique aussi, puisqu'on aura bien collaboré avec les autres partenaires de la filière, avec les autres centres de la filière. Ah bon? D'accord. Et puis, je pense un enjeu que j'ai un peu abordé, mais c'est de sortir de notre surveillance très clinique dans les maladies inflammatoires et d'arriver à monitorer les patients à l'échelle infraclinique, avec tous ces biomarqueurs dont on a parlé, avec l'IA qui nous permettra de faire des combinaisons. Et d'être, donc je garde le mot collaboration. D'agir avant que ça aille pas bien, quoi. Long read, gène modificateur, collaboration, facteur modificateur. Même chose, collaboration et transversalité. Vraiment la transversalité, décloisonner au maximum. Décloisonner, ça c'est bien ça, décloisonner. Dans 10 ans, est-ce qu'on va y arriver vraiment? Et toi, tu vas nous plomber en disant qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Non, moi je vais vous dire qu'il n'y a pas de pharmacie, qu'il y a... Que dans il n'y a pas de médecin. Que dans 10 ans, le travail de Brain Team, de ces centres de référence, aura fait progresser la démocratie sanitaire pour tout le monde dans les territoires. Oh, c'est chic ça. Ça, c'est bien un mot pour terminer la table ronde. C'est formidable. Mais bien sûr, Christelle, vas-y. Oui, c'est ça. Je voudrais poser une question d'usager. Pardon ? Je voudrais poser une question de citoyen et d'usager. Donc, j'enlève la casquette. Dans 10 ans, est-ce qu'on aura notre génome accessible de façon individuelle et privée, et on pourra le transmettre aux chercheurs et aux biologistes qui voudront l'analyser. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en pense, la table ronde? Qu'est-ce qu'elle pense, la table ronde? C'était un peu le sens de ma question sur les nouveau-nés, tu l'auras compris, Christelle, c'est est-ce qu'on aura tous notre génome quelque part sur un disque dur ou sur je sais pas quoi, ou chez nous. C'est ça qu'on arrive avec le CD de l'IRM, là on arrive avec un autre support informatique pour le génome peut-être. Je ne sais pas si c'est souhaitable, surtout si c'est pas interprété. Là, en 3 minutes, on n'a pas le temps de parler des données secondaires, n'est-ce pas? On n'a pas le temps de parler de toutes les maladies qu'on va peut-être développer, mais qu'on développera aussi peut-être pas, alors qu'on est porteur de ce type de variation-là. Et ça m'amène sur le mot que je voulais ajouter, c'est, j'espère, la prévention. Sur l'Alzheimer, on a quand même des espoirs forts que les formes génétiques vont pouvoir bénéficier d'une prévention médicamenteuse, et peut-être aussi les formes pas purement monogéniques,
Dans 10 ans, j'espère bien que les consultations qu'on fait de diagnostic présymptomatique sur beaucoup de maladies neurodégénératives, le plus possible, auront une autre tournure et prendront la même direction qu'en oncologie, c'est-à-dire qu'on incitera les gens à faire le test parce qu'il y aura un bénéfice médical pour eux. Ça, on n'y est pas, mais il y a beaucoup de recherches là-dessus. Pour Alzheimer, je suis assez optimiste, ouais. Comment on disait déjà, tu te surestimes, c'est normal? Oui, d'accord. Donc pour l'Alzheimer, on va tout régler, mais pour les maladies rares, peut-être pas. Qui voulait en parler? Ah oui, pardon. D'abord, modération fantastique, c'est juste génial. Pardon? Je dis modération fantastique, c'était une table ronde absolument géniale. Après, pour faire le lien de toute la journée, on a commencé ce matin avec des biais, on a commencé l'après-midi quand même sur la façon dont notre cerveau il est déjà programmé sur certaines choses. Là, on est la tête dans le guidon à la génétique. Ma question un peu poil à gratter, c'est jamais dans le guidon. Hein, ouais, ma question poil à gratter, c'est plutôt que ce que vous voyez dans 10 ans, parce que dans 10 ans, ça aurait dû trigger quelque chose quand même, genre la prévention. Quelle est votre place à chacun d'entre vous dans l'idée que dans 10 ans, il n'y aura pas de meilleur traitement, il n'y aura pas de meilleur diagnostic, il y aura juste moins de malades? Moins de malades? Oui. À quel moment votre travail de génétique il va faire en sorte que les gens auront une meilleure santé, juste une meilleure santé générale? À quel moment toutes vos découvertes, toute votre IA, elle va faire en sorte qu'on va adopter des comportements différents, ce genre de choses-là? Et en fait, je ne veux pas vous rendre triste là, mais quand on pense au diabète qu'on connaît quand même depuis très 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 longtemps, il suffirait juste pas de manger trop de sucre, ou l'hypertension artérielle, juste de diminuer un peu le sel, ça marche pas, hein? Donc moi, je veux bien, mais là, le comportement, je pense que là, c'est ce qu'on a entendu de Damier et d'autres, c'est que le comportement, on est quand même, par l'évolution que nous avons traversée comme petit Homo sapiens, on a beaucoup de difficultés pour lâcher, perdre et ne pas manger du sucre. Parce que c'est pas un risque individuel. La génétique peut amener à apprécier un risque individuel, et c'est là que vous arriverez à accrocher en prévention les gens, parce que sinon ils disent ah mais non, c'est pas pour moi, je peux bouffer du sel, j'aurai pas l'hypertension, moi je peux bouffer du sucre, c'est pas pour moi, le diabète ça sera pour mon voisin. Il faut individualiser les risques. Donc pour conclure la table ronde, on écoute, on prend des carticènes, non c'est pas ça, on écoute, on fait du long read, qu'est-ce qu'on fait déjà? En fait, en prévention, on trouve voilà, le diagnostic. Transversalité, très important, moi je suis d'accord. Et démocratie sanitaire. Très bien. Donc vous avez tout maintenant de ce qui va arriver dans 10 ans. On va se revoir dans 10 ans au moins merci pour fêter ça comme il faut dans 10 ans. Merci beaucoup à tout le monde.